Je ne sais pas si je vais exprimer ce que j'ai à l'intérieur, si ça sera compris, mais le mouvement de la paix, bon, c'est très bien, moi je suis tout à fait pour. Est-ce que un mouvement de la paix plus large, par exemple pour sortir de la guerre Ukraine-Russie, et puis les autres guerres qui vont arriver, comment on peut s'organiser pour commencer à faire changer ça, à sortir de notre vieux réflexe archaïque que c'est par la violence qu'on va être fort, qu'on va être nous. Le cas des processus de paix au Pays Basque est unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a encore quelques semaines, j'étais avec une équipe de télévision israélienne qui venait au Pays Basque, a fait le tour un petit peu des popotes pour voir comment avait été organisé ce processus de paix, quels étaient les mécanismes. C'est la société civile qui a décidé que l'ETA arrête. Au bout de 60 ans de conflit, c'est la société civile qui s'est organisée. Ce n'est pas les députés de ceci ou les grands chefs de cela. C'est la société qui s'est organisée, qui a dit on est fatigué de vivre dans le rapport de force. On est fatigué d'aller voir nos enfants dans les prisons. On est fatigué d'avoir peur qu'un jour, l'appartement ou le syndicat initiatique en dessous de notre appartement explose et que les carreaux de nos fenêtres nous explosent à la gueule en pleine nuit. C'est la société civile. Être citoyen ne se limite pas à voter tous les 5 ans. Être citoyen, ce n'est pas, j'allais dire, alors dans notre société, c'est la marque supérieure dans notre société. C'est pas être chef de ceci ou c'est ce qui nous regroupe et qui est le premier des statuts dans un état de droit, c'est l'état de citoyen. L'état de citoyen nous oblige à avoir une attitude responsable. Et quand je parle, par exemple, des questions liées au délit, quand je parle du crime, je dis, et j'accueille en ce moment à la ferme des gens qui ont commis l'irréparable, mais l'irréparable avec un I majuscule, si tant est qu'on puisse mettre un majuscule, des faits extrêmement graves. Mais quand j'entends autour de moi des gens qui disent « Oui, mais pourquoi vous tendez la main à telle personne? Pourquoi vous acceptez cette personne ?» J'ai dit « J'entends que ta réaction bassement humaine, tripale s'exprime. Mais je t'invite à être citoyen. Et le citoyen, il est là-dedans. Quand il y a un crime, quand on apprend qu'il y a quelque chose particulièrement grave qui se produit dans notre société, beaucoup s'arrêtent à la réaction animale, tripale. Notre honneur, individuel et collectif, c'est d'être dans un état de droit. Nous sommes citoyens et citoyennes. Et le citoyen, ce n'est pas avec les tripes qu'il réagit, c'est avec son cerveau. Voilà. Ce qui fait la grandeur de notre statut dans notre état de droit, c'est celui de citoyen. Et j'appelle toujours les gens à passer du tripal à l'esprit, à notre fonction de citoyen. Voilà. J'ai perdu le fil de ce que j'avais dit. Ça veut dire que la journée commence à être longue pour moi. Et donc, au Pays Basque comme ailleurs, la question de mettre un terme aux violences, c'est de notre responsabilité de citoyens et citoyennes. Il faut arrêter de laisser le destin, notre destin aujourd'hui, et celui de nos enfants, en des gens qui sont ceux qui entretiennent les guerres, qui les provoquent parfois, mais ils ne défendent pas les intérêts de la société, des petites gens. Ils ne défendent pas l'intérêt de nos enfants et petits-enfants. Voilà. C'est de notre ressort. Voilà. Et au Pays Basque, on a démontré que c'est possible. Et dans les rangs basques, il ne faut pas croire qu'on fait l'unanimité. Il y a beaucoup de militants, de militantes, qui ne sont toujours pas convaincus du bien fondé du processus de paix dans lequel on est engagé. J'ai perdu beaucoup d'amis, des gens avec qui j'ai partagé la vie et la mort lorsque j'avais 20 ans. Des gens qui ne sont pas convaincus par la justesse
de ce que nous sommes en train de mener au Pays Basque. C'est un pari fou, le Pays Basque. On a dit, on a un conflit, il y a le mouvement basque, il y a Madrid d'abord, et il y a Paris, acteur des conflits depuis 60 ans. On a dit, eh bien, quand on veut résoudre un conflit, il faut se mettre autour de la table, tous les acteurs du conflit. Et le pari fou au Pays Basque, c'est de dire, eh bien, nous, on va se mettre autour de la table. On dit, on arrête, pas de violence, terminé. On va continuer dans notre projet de société, on va continuer dans l'idée que le peuple basque est en capacité de faire appliquer un droit universel qui est le droit à l'autodétermination. On va dans ce sens-là, on va toujours dans ce sens-là. Par contre, on n'utilise plus la violence. Et de plus en plus de gens nous soutiennent au Pays Basque, hors du Pays Basque. Et on sait un jour que ce ruisseau, qui était il y a 14 ans, est en train de gonfler. Il passait rivière, il passera fleuve demain. Et un jour, on sera tellement important, tellement incontournable, que Paris et Madrid se mettront aussi autour de la table. Et que là, on va discuter des considérations liées à l'établissement d'une paix juste et durable. Une paix qui sera fondée sur le respect de la dignité de toutes et de tous. Voilà. Et ça, c'est notre puissance au Pays Basque. Et aujourd'hui, comme je vous disais, des gens viennent d'Israël, qui savent ce que c'est la guerre, que ces gens-là viennent s'inspirer de ce qui se passe, et la démonstration bien que nous sommes dans une logique vertueuse. Voilà. On n'a pas beaucoup de qualité, les Basques. Hein, enfin, c'est ce que disait Bernier. Mais, excusez-moi, pour cette provocation de bas étage. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'on laissera dans l'histoire, mais je suis persuadé que l'exemple du processus de paix au Pays Basque restera comme un cas d'école, et qui, j'espère, on essaimera sur d'autres territoires. Oui, je vous remercie de ce que vous venez de dire et en règle générale, tout ce que vous avez dit sur le processus de paix au Pays Basque. Bon, c'est quelque chose que je suis un peu, mais par l'intermédiaire des journaux, et je n'avais pas pris la mesure de ce que c'est. Et je suis assez convaincu par ce que vous dites ce soir et assez bouleversé. Mais j'aurais voulu vous poser une question pour revenir à la prison. Votre expérience est très singulière et je vous remercie de nous l'avoir partagée. Elle est singulière, mais elle est carrée, enfin, elle est bien bordée. C'est pas. Mais il me semble qu'il en existait une autrefois. Je ne sais pas si elle existe toujours en Corse, à Casabianca. Et avez-vous des rapports avec eux, primo? Et puis la seconde chose, c'est vous êtes deux en France à être novateurs, alors que dans les pays du Nord, Suède, etc., c'est la règle commune. Comment pensez-vous faire avancer cette idée en France? Merci, parce que j'ai oublié de parler quelque chose et grâce à votre question, je vais m'autoriser à vous en parler. Casabianda, c'est la prison, une ferme prison qui a 65 ou 66 ans d'existence. Depuis 65-66 ans d'existence, tous les rapports annuels qui remontent à Paris sont excellents. En 66 ans, il y a eu une évasion et un suicide. En 66 ans, pratiquement. Autant dire que c'est un exemple voilà, qui est à suivre. Mais Casabianda est le seul établissement de ce type en France. Alors je vous rassure, quand il y a des commissions européennes ou internationales qui viennent à Paris pour parler politique pénale et carcérale, on leur propose souvent un billet d'avion pour aller à Casabianda. Pour qu'ils disent, vous voyez ce qu'on est capable de faire en France, hein, une ferme prison. En plus, une ferme prison qui, chaque fois qu'elle est présente au truc du commerce, au salon de l'agriculture à Paris, ils gagnent plein de médailles pour leurs cochons, pour je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment une prison ferme qui est assez exemplaire. Mais elle reste unique. Comme nous resterons sûrement uniques longtemps, longtemps. En France, malheureusement, on a des bonnes pratiques. Elles existent,
des expériences sont menées qui, rapport après rapport, démontrent leur efficacité, leur efficience, mais malheureusement, on reste ancré sur une vieille culture répressive. Il y a de cela 2 mois, à l'Université catholique de Lyon, j'ai participé, j'ai assisté, je faisais partie du comité de pilotage de 3 jours de conférences organisées par l'Église de France sur la notion de passage de la peine à la sanction. Une révolution là aussi. Le système pénal carcéral français, on va parler que trouve son origine dans, j'allais dire, dans notre société judéo-chrétienne. La logique de, pour obtenir ta place au paradis, il va falloir souffrir, laver tes péchés, etc., etc. La prison, c'est la même logique. Si tu veux retrouver ta place dans la société, tu vas en baver. Et où est-ce qu'on bave? Où il y a plaisir zéro, c'est la prison. Depuis 200 ans, on maintient des hommes et des femmes dans cette logique que pour mériter son retour dans la société, il faut souffrir. Il faut souffrir. La peine, le terme est choisi, c'est quelque chose qui est générateur de souffrance. Et vous et moi, vous savez que la souffrance ne peut pas être génératrice de quelque chose de beau, de quelque chose de sain. Il n'y a rien de positif qui puisse naître de la souffrance imposée. Il y a toujours des exceptions à toute règle. Voilà. Toujours. Mais je parle, moi, de la règle. Et l'idée lancée par l'Église de France, j'allais dire 200 ans après ce fonctionnement en France de la prison basé sur la peine génératrice de souffrance, c'est cette même Église qui dit l'idée qu'il faut qu'on arrête cette peine-là pour passer à la notion de sanction. La sanction, c'est entre guillemets, la peine citoyenne, c'est la peine du XXIe siècle. C'est la rétribution, la juste rétribution d'un acte délinquant ou criminel qui ne soit pas génératrice de souffrance. Voilà. Et c'était exceptionnel. Là, on avait aussi un archevêque qui portait la parole de l'Église. C'était vraiment très important, des spécialistes de la Bible, etc. Et je pense que nous sommes en train, au tout début, de tourner une page de cette prison qui a fait la preuve de son inefficacité, de sa dangerosité sociale. Et c'est heureux, d'autant plus que c'est l'Église qui lance cette idée, je vais dire, géniale, qu'aujourd'hui, parlons de sanctions. Voilà. C'est pas en faisant souffrir, et c'est la même idée qui est la notion de justice restaurative. Hein. C'est ce qu'on essaye nous aussi de promouvoir à la ferme Emmaüs-Bourdon. C'est l'idée d'appliquer des mesures qui soient toujours dans la logique du prononcé des mesures par des magistrats en notre nom, mais qui aient un sens positif, qui disent tu as commis un acte délinquant ou criminel, la justice est passée, maintenant on va revenir là-dessus, mais on va regarder devant. Hein. Tu vas retrouver le corps social. Nous, le corps social, avons tout intérêt à ce que tu ressortes debout. Voilà. Pas comme sortent beaucoup de gens aujourd'hui de prison, blessés, humiliés, dans un désir de revanche. Vous savez, en prison, vous et moi, on a 2 types de ressorts dans notre humanité. Les bons ressorts et les mauvais ressorts. Les mauvais ressorts, de suite en prison, dès que vous rentrez, vous dites, on vous fait comprendre que c'est ça qu'il faut utiliser. La violence, réelle ou symbolique, le rapport de force, le mensonge. La prison, ce n'est que ça. Nous maintenons des hommes, des femmes, des mois, des années, voire des décennies, dans cette culture-là, du mauvais ressort de notre humanité. Voilà, il y a le bon ressort. Et quand la dame que je vais accueillir demain matin dans mon bureau, je lui dis, voilà, tes bagages de la prison, tu les laisses à l'entrée là. Tu ne rentres pas avec. Moi, je veux que tu muscles tes bons ressorts de ton humanité, qui est celui de la fraternité ou la sororité pour les dames, qui est celui de la confiance, de la construction, de la vision positive de la vie. Voilà.
C'est là-dessus que je t'attends, que nous t'attendons, que la société, que t'attendent aussi les magistrats qui ont pris la responsabilité de te condamner. Voilà. Et les victimes aussi, évidemment sans les oublier, bien sûr. Voilà. Et on a beaucoup de travail à faire, mais la justice restaurative qu'on commence à appliquer, Pau est un haut lieu de la pensée, de la construction intellectuelle, de la justice restaurative en France. Vous avez des universitaires qui sont les références, au moins au niveau national, à ce niveau-là. Je pense que c'est le mode de justice du XXIe siècle. Voilà. Et en tant que chrétien, je trouve que là aussi, la question de la justice restaurative est en adéquation. Voilà. On ne résume pas un être humain, quoi qu'il ait fait, même s'il a fait plusieurs fois, aux actes qu'il a posés. Voilà. On doit toujours le voir comme un être en devenir. Vous savez, le 26 décembre dernier, j'ai une de mes résidentes qui a été à moins de 10 secondes d'assassiner une autre résidente. Ça a été le fait le plus grave que nous avons connu en 2 ans et quelques. Cette personne, il y a à peu près 1 an qu'elle est parmi nous, elle a marché droit. Elle a répondu à toutes les attentes qu'on avait d'elle. Et puis le 26 décembre, c'était la période de Noël, elle a vacillé. Parce que Noël, c'était la famille. Elle était à 1 millier de kilomètres de sa famille. Elle avait une vie chaotique. Elle a bu de l'alcool, chose qu'elle n'avait pas fait depuis 8 ans. Et puis, ce qu'on appelle pétage de plomb, elle s'est jetée sur une autre résidente. Et je vous dis, à moins de 10 secondes, elle l'étouffe. Cette personne est toujours parmi nous, alors qu'elle a commis l'acte le plus grave. Et des gens m'ont reproché, continuent à me reprocher, mais pourquoi la maintiens-tu toujours dans ton lieu là? Je dis, c'est comme la justice rendue par nos magistrats, normalement. Tu as posé un acte, on te juge sur cet acte-là, mais aussi on te juge sur le passé que tu as porté, qui apporte un éclairage sur l'acte posé. Et cette dame-là, qui effectivement avait posé un acte grave ce 26 décembre, les mois précédents avaient été extraordinaires, extraordinaires. Elle avait passé près d'1 décennie derrière les barreaux, elle était sortie avec une force de vie, une force de désir de retrouver sa juste place dans la société. Et j'ai considéré que, certes, on a bien fait comprendre, moi et la magistrate, la juge d'application des peines de Dax, qu'elle avait commis un acte qui a failli être irréparable, et on lui a bien expliqué que c'était son dernier joker, une fois mais pas deux. Par contre, on a dit aussi que on la maintenait parce qu'on continue à croire en elle. On continue à croire en elle. Voilà. Et là aussi, quand on parle de justice restaurative, là aussi, c'est prendre en considération tous les éléments constituant la personne, quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elle ait fait.